FinDev Canada fournit du capital de croissance aux entreprises qui ont des pratiques d'affaires responsables et un impact social. L'Institution financière de développement du Canada fournit un financement direct ou indirect à des entreprises durables et inclusives en Amérique latine, dans les Antilles et en Afrique subsaharienne. FinDev Canada a pour mission d'avoir un effet durable dans 3 domaines importants: le renforcement du pouvoir économique des femmes et l'atteinte de l'égalité entre les genres, l'atténuation des changements climatiques et le soutien aux entrepreneurs pour faire croître leurs entreprises et créer des emplois. Le travail de FinDev Canada est guidé par les objectifs de développement durable des Nations unies, à savoir atteindre l'égalité entre les genres, assurer une énergie propre et abordable, promouvoir un travail décent et la croissance économique, favoriser l'innovation dans l'industrie et la construction d'infrastructures et lutter contre les changements climatiques. Nous permettons au secteur privé de collectivement financer des entrepreneurs distingués pour le bien de tous. FinDev Canada, un partenaire de confiance pour la croissance des entreprises inclusives dans une optique de développement durable. Bonjour, hello, good morning, good afternoon. Bonjour. Merci beaucoup de vous être joindre à nous aujourd'hui. Je suis Laurie Kerr, chef de la direction de FinDev Canada, l'institution financière de développement du Canada, qui appuie la croissance et développement dans les pays en développement. Bienvenue à notre premier webinaire de l'année. C'est en fait la semaine qui est célébrée par tous les Canadiens. C'est aussi le premier webinaire de l'année de FinDev. C'est quelque chose que nous faisons périodiquement et comme beaucoup d'entre nous travaillent à distance et loin de nos bureaux, c'est une excellente façon de communiquer ce sur quoi nous travaillons en FinDev Canada, avec qui nous travaillons à l'impact que nous avons. Pour accéder à la version française des délibérations d'aujourd'hui, veuillez utiliser le bouton Interprétation qui apparaît en bas de votre écran. Avant d'aller plus loin, comme c'est la bonne pratique dans le monde virtuel, j'aimerais préciser que je m'adresse à vous depuis Montréal, où se trouve le bureau siège social de FinDev Canada. Nous reconnaissons que nous sommes sur des terres autochtones non cédées. La nation Kanien'kehá:ka, également connue sous le nom de nation Mohawk, est reconnue comme la gardienne des terres et des eaux qui se trouvent ici. Tiohtià:ke ou Montréal est historiquement connu comme un lieu de rencontre et d'échange entre les nations. Et en effet, nous allons poursuivre cette tradition aujourd'hui avec nos panélistes du monde entier. Nous allons les présenter dans un instant. Tel que mentionné, le webinaire d'aujourd'hui vous est présenté dans le cadre de la Semaine canadienne du développement international, une semaine consacrée à la sensibilisation aux contributions du Canada au développement international. Ici, à FinDev Canada, notre contribution consiste à financer les activités du secteur privé comme solution de pauvreté mondiale. Donc, dans les Caraïbes et dans l'Afrique subsaharienne, pour en fait respecter nos objectifs de développement durable. Nous avons 3 objectifs stratégiques: l'autonomisation économique des femmes, l'action climatique et le développement des marchés. Aujourd'hui, nous allons parler de 2 clients et qui sont aussi membres du conseil consultatif. Je suis vraiment ravie de modérer la session aujourd'hui. J'aimerais souhaiter la bienvenue à notre panel et aussi à vous tous et toutes qui joignez à nous en ligne. Tout d'abord, nous avons Andrew Johnston, PDG de Climate Fund Managers. Andrew nous rejoint depuis Johannesburg, en Afrique du Sud. Bonjour, merci Laurie. Ensuite, nous avons César Cañedo-Aguiles, qui est PDG de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de la Infraestructura, ou la Société interaméricaine pour le financement des infrastructures, mieux connue sous le nom de CIFI. César nous rejoint depuis la ville de Panama. Bienvenue, César. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et enfin, nous avons Joan Larea, PDG de Convergence, un réseau mondial pour la finance mixte qui se trouve quelque part entre Toronto au Canada et Washington DC. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Joan. Il me fait plaisir, c'est vraiment super d'être avec vous. Nous aimerions que notre public participe. Je vous invite donc à insérer vos questions dans l'onglet
questions-réponses du webinaire. Et je les prendrai au fur et à mesure et bien sûr à la fin de cette session. Pour vérifier qu'elle fonctionne, est-ce que je peux demander à ceux et celles qui nous écoutent en ligne d'indiquer dans les consoles questions et réponses depuis quel pays vous participez aujourd'hui? Nous avons Canada, Québec, les Émirats arabes, Nice, France, Sud, Canada, les États-Unis. Alors, il y a des gens de partout. C'est vraiment bien de vous voir. Au cours de la prochaine heure, nous allons avoir une discussion sur l'investissement privé sur les infrastructures durables dans les marchés émergents et les économies en développement. En tant qu'institution de financement du développement, les infrastructures durables présentent un intérêt particulier car les pays en développement, déjà les plus vulnérables aux effets du changement climatique, ont besoin de capacités financières supplémentaires pour investir. On le sait déjà. Elles ont un grand besoin d'investissements supplémentaires pour les infrastructures et permettent d'accéder à des services essentiels tels que l'électricité, les transports et l'approvisionnement en eau, tous essentiels pour réduire le fardeau de la pauvreté et améliorer les vies. L'ajout du prisme de la durabilité à la manière dont les infrastructures sont développées offre une solution durable et respectueuse du climat pour combler les déficits d'infrastructures. Permet aux économies en développement de contribuer à une solution à la crise climatique mondiale. Aussi, on va améliorer l'égalité entre les sexes. Nos panélistes vont parler de comment ils travaillent avec le FinDev pour gérer les questions de durabilité des infrastructures en appliquant cette prisme d'égalité entre les sexes. Les infrastructures dont nous avons besoin pour atteindre les objectifs de réduction de la pauvreté nécessitent environ 2,5 à 3 millions de dollars US à l'échelle mondiale. En fait, c'est exacerbé par la COVID-19. L'investissement privé est nécessaire pour combler le déficit d'investissement dans les infrastructures. Mais examinons de plus près ce déficit de 3 milliards de dollars américains et voyons comment il se présente dans les économies en développement. Le programme d'action Addis Abeba a identifié le déficit mondial en matière d'infrastructures comme une priorité. Ils ont estimé qu'il y a environ 1,5 milliard dans les pays. Tous nos panélistes vont travailler dans ce domaine en finançant des projets où ils vont parler de différentes façons de mobiliser l'investissement privé et donc amener ou réaliser des projets importants d'infrastructure. Je vais commencer avec Andrew de Climate Fund Manager. C'est vraiment bien de vous revoir. C'était notre deuxième client à FinDev Canada. En 2018, nous avons investi 20 millions de dollars dans votre fonds, Climate Investor One. Mais en fait, CFM a deux fonds d'investissement axés sur le développement de projets d'énergie renouvelable en Asie et en Afrique, où nous trouvons certaines des régions les plus difficiles du monde en termes de pauvreté et de manque d'infrastructures et de vulnérabilité au changement climatique. J'imagine que vous avez vu certains impacts et effets transformateurs de ces projets. Je suis certaine que l'auditoire aimerait entendre plus de CFM. Alors, pour nous dire quel est l'impact probable de certains des projets que vous développez, en particulier en Afrique, où le financement de FinDev Canada est acheminé. Oui, bien sûr. Merci, Laurie. Merci de l'introduction. Je suis ravie d'être avec vous. Comme vous avez dit, FinDev Canada a été parmi les premiers investisseurs il y a 5 ans. En fait, le contexte de ces grands chiffres que vous avez évoqués, c'est tout cela doit se produire à un rythme accéléré. Le climat ne va pas nous attendre et donc il faudrait trouver de nouvelles façons de déployer du capital. Et en fait, c'est ça la gestion. En fait, c'est entre la Banque de développement des Pays-Bas et aussi en Afrique, une institution financière qui n'est pas une banque. Ce sont en fait combinés des secteurs publics, développement des financements et une institution du secteur privé qui
travaillent ensemble pour déployer du capital. C'est ce que nous faisons. Donc, nous avons cette structure mixte. Alors, vos 20 millions de dollars étaient très importants, mais ça a créé en fait 850 millions de dollars à partir des technologies de financement mixte. Et John en parlera davantage. Alors, nous déployons dans les marchés émergents où l'impact principal du changement climatique est ressenti. Et on le fait en créant de vrais actifs. Nous créons des infrastructures physiques et c'est là qu'on va déployer les actifs. En le faisant, on a un impact sur deux niveaux. Tout d'abord, dans les actifs eux-mêmes, ils sont catalyseurs pour atténuer le changement climatique. On a les énergies renouvelées et des usines de traitement des eaux. Et pour les investissements, on a donc participation communautaire assez active dans ces programmes. Pour vous donner des dimensions à cela, le focus sur l'énergie renouvelable et en fait sur l'évitement du CO2 dans le programme de Climate Investor One, qui est le premier fonds qui est axé sur les énergies renouvelables. On prévoit à peu près 5 gigawatts dont les capacités entreposées, ça va créer 5000 gigawatts d'heures de énergie renouvelable, ce qui va se manifester une économie de 2 millions de tonnes d'évitement de CO2. C'est assez important en termes d'impact sur le climat. Les électrons vont atteindre 30 millions de personnes qui sont reliées donc au réseau. Et on est aussi impliqué activement dans les communautés et c'est axé sur les besoins. Le programme de développement durable. Et donc, il s'agit de l'éducation, de l'autonomisation des femmes et l'égalité entre les programmes. C'est sur plusieurs années comme programme et c'est attaché à chaque investissement. Dans ce financement mixte, nous avons pu lever 1,5 milliard de dollars et donc c'est à peu près 3 fois cela, 4 milliards et demi qui est créé. C'est une somme importante, mais c'est un petit pas vers les millions. Ce qu'on essaye de faire, c'est démontrer pour qu'il puisse y avoir 3000 gestionnaires de fonds d'investissement qui pourront faire la même chose. Merci beaucoup de nous avoir parlé du CFM et du travail que vous faites. C'est très apprécié. Vous avez parlé de l'impact et on va inviter John de parler justement du financement mixte, mais on en parlera davantage aujourd'hui. Mais avant d'arriver à John, César, merci d'être avec nous aujourd'hui. Votre entreprise, SIFI, travaille dans une géographie différente comparativement au CFM, donc en Amérique latine et des Caraïbes. Vous êtes un client des FinDev Canada depuis 2020 et nous sommes ravis de soutenir SIFI dans son parcours d'investissement dans des projets de croissance verte dans la région LAC. Ce qui est intéressant, je remarque que vous structurez vos opérations autour des objectifs de développement durable des Nations unies. Pouvez-vous nous parler davantage de SIFI et comme je l'ai mentionné dans ma question à Andrew, parlez-nous de l'impact global de certains de vos projets de croissance verte dans votre région. Merci, Laurie, je suis ravie d'être ici. Et j'aime écouter Andrew parce que vous faites à peu près ce que nous faisons dans une autre région, donc l'Amérique latine et les Caraïbes. Alors, j'ai vraiment bien aimé ce que vous avez dit. SIFI, comme vous avez dit, Laurie, est une institution de financement privé, c'est non bancaire, donc dans les Caraïbes et dans l'Amérique latine, et nous avons un grand focus sur la durabilité et l'impact. Notre modèle d'affaires visait des projets qui non seulement forçaient le développement durable dans la région, ce qui est très nécessaire, mais aussi on gère les risques. On gère les risques et les impacts négatifs associés à cela pour assurer donc un modèle d'affaires. Je pense que l'infrastructure est un modèle résilient d'affaires avec des flux de liquidités stables et qui rendent cet actif réel et très intéressant pour les investisseurs. Cela nous a mené à une nouvelle initiative qu'on cherche à créer des impacts positifs avec chaque investissement et contribuer à des objectifs plus importants comme les objectifs de développement durable des Nations unies. Ce cadre nous permet
nous et d'autres parties prenantes à travailler ensemble pour atteindre ces résultats positifs et cela nous guide dans la sélection des projets. Pour vous donner une idée, notre portefeuille est maintenant composé à 50% de projets qui sont reliés aux énergies vertes. L'éolien, les panneaux solaires et avec une capacité près de 700 mégawatts dans toute la région. Alors, avec cela, nous arrivons près de 1 million de tonnes d'émissions en carbone chaque année. Et notre portefeuille offre de l'énergie propre à presque 2 millions de personnes et nous avons créé 12 000 emplois. Alors, c'est ça la contribution de SIFI à ce portefeuille vert. Et tous les projets que nous structurons, toutes nos cibles sont reliées aux ODD. Il y a, par exemple, un projet qui est relié à l'eau propre. Nous finançons, nous étions les premiers à financer un projet d'eau propre et quelques années plus tard, 3 ans plus tard, ce projet a eu un bon rendement. Ils ont pu. Alors, parfois, si on est le premier à offrir ce financement à un projet qui est peut-être à son étape, ses premières étapes, ça va peut-être inciter les investisseurs à voir la réalité. Et avec le rendement, ils peuvent avoir accès à plus d'argent institutionnel. Donc, ça fait partie de ce que nous faisons chez SIFI. Aussi, l'égalité entre les sexes. C'est un ODD clé et on en parlera. Alors, c'est ce que SIFI fait, c'est ça la contribution aux ODD avec les projets. Merci beaucoup, César. C'est vraiment très intéressant. J'aimerais inviter John dans la conversation et ensuite revenir à vous et Andrew. On va voir s'il y a un compromis. Vous avez parlé de la viabilité commerciale et de l'impact du développement. Alors, j'aimerais bien vous entendre tous les deux, savoir est-ce qu'il y a des compromis entre l'impact et le développement commercial. Mais tout d'abord, j'aimerais inviter John à nous parler aussi. John, vous dirigez un réseau de financement mixte. En fait, le réseau de financement mixte Convergence. Je suis vraiment ravie que vous faites partie du conseil consultatif et j'ai vraiment bénéficié de vos conseils depuis mon arrivée à la tête de FundDev Canada en juin dernier. Et vous connaissez aussi Andrew, vous avez soutenu une partie de leur travail initial dans le cadre de Convergence. Tout d'abord, si tout le monde ne connaît pas Convergence, alors dites-nous un petit peu plus sur ce que fait l'organisation. Expliquez-nous ce que c'est le financement mixte évoqué par Andrew et quel rôle vous pensez qu'il joue dans le développement de projets dans le domaine des infrastructures durables. Merci. Oui, c'était vraiment super de faire partie de votre conseil consultatif. Et je vous ai suivi. Vous avez fait vraiment énormément depuis que vous êtes au poste. Alors, félicitations. Alors, le financement mixte, j'ai dû le définir tout le temps parce que personne n'était pas au courant de cela, mais maintenant, c'est mainstream. C'est en fait une utilisation stratégique ou prudente de fonds LIHTC pour attirer le capital privé pour appuyer les ODD et on se concentre sur les marchés émergents. Ce sont des transactions qui n'auraient pas lieu sans un génie financier qui comprend des fonds catalytiques. Donc, c'est une approche, pas une philosophie. On peut avoir un impact ou infrastructure. Il s'agit de structurer différents fonds pour réaliser des transactions qui n'auraient pas eu lieu autrement. Ce peut être des fonds comme le fonds de Andrew ou des projets spécifiques ou des entreprises même. Alors voilà le financement mixte. Nous avons le réseau mondial et nous offrons des données, des renseignements sur les marchés. Aussi, nous essayons d'appuyer des transactions concrètes qui sont nécessaires pour réaliser le projet de deux manières. Nous avons des membres qui peuvent afficher des transactions sur le site pour leur offrir autant de visibilité que possible pour que nos membres parlent de ces transactions pour les appuyer.
Deuxièmement, ça n'a rien à voir avec les membres. Nous recevons des ressources de subvention que nous octroyons ensuite aux praticiens qui cherchent à amener des transactions sur les marchés, mais ils sont à l'étape de concept. Donc, alors, sans appui financier, la transaction n'aurait pas pu avancer au stade où les gens comme FinDev ou des entreprises privées pourraient investir. Alors, dans le domaine de renforcement sur le terrain et des données, nous avons saisi des informations sur presque 700 transactions au cours de la dernière décennie. Nous avons essayé de les cataloguer, de les observer et de rediffuser sur le marché. Nous avons donc notre état de financement mixte 2021 qui fait une cartographie et identifie les lacunes et on pourra y revenir plus tard. Ce que nous savons pour l'instant, c'est que nous avons pu documenter 160 milliards de dollars en transactions, donc en moins de 700 accords en transactions. Deux secteurs importants sont l'énergie et les services financiers. Si vous sortez l'énergie de l'infrastructure, en fait, c'est une petite fraction du monde des financements mixtes. Donc, il y a beaucoup de transactions d'infrastructure qui pourraient avancer sans éléments de... Ils peuvent être investissables par la structure. Mais si on arrive à des régions ou pays difficiles ou des secteurs difficiles comme l'eau et les eaux usées, c'est là que vous allez commencer à avoir plus de transactions financement mixte. Si vous regardez les infrastructures avec financement mixte, vous allez remarquer que c'est surtout en Afrique saharienne qui n'est pas la tendance avec l'infrastructure généralement. Les transactions d'infrastructure, financement mixte, le sont au niveau projet et non pas au niveau fonds. Ce que Andrew et son équipe font est important parce que cela prend ce travail difficile de mélanger, par exemple, entre un bailleur de fonds et un investisseur commercial à travailler ensemble. Donc, ça prend ce travail par projet à un niveau où vous faites le financement mixte systémiquement une, deux ou trois fois dans un, deux ou trois sauts comme fait son infrastructure et ces fonds sont disponibles pour des transactions individuelles d'infrastructure. Donc, vous n'avez pas à réinventer le mélange chaque fois. Vous avez tout ce que vous avez, ce dont vous avez besoin. Alors, dans l'infrastructure, il y a beaucoup de mélange. On aimerait le voir à un plus haut niveau, à une plus grande échelle. Il y a un rôle pour le financement mixte de l'infrastructure, mais on aimerait le voir évoluer de son état actuel. Je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. Merci beaucoup, John. Vous avez vraiment, vous menez à une question que j'aimerais vous poser plus tard. Quel est le rôle de ce financement dans l'avenir de l'infrastructure? Mais j'aimerais revenir à la conversation que nous avons eue avec César et Andrew. Dans vos modèles d'investissement pour les rendements commerciaux, vous avez quand même des impacts sur le développement énormes. Pensez-vous qu'il y a un compromis à faire entre ces deux ou est-ce qu'ils peuvent aller de pair? Commençons par vous d'abord, César. C'est très intéressant, John. C'est plus courant en Afrique que ce que j'ai constaté en Amérique latine. J'ai observé un besoin énorme pour un financement mixte et l'utilisation de nouvelles technologies, parce qu'en passant vers des projets plus durables, nous devons garder à l'esprit que peut-être les nouvelles technologies sont nécessaires pour ces projets. Et nous, en tant que prêteurs, parfois, nous aimerions voir un rendement pour ces technologies. Et le niveau de financement que nous pouvons offrir à une nouvelle technologie ou un nouveau projet n'est pas le même que si nous connaissons le rendement de cela sur une période de 10 ou 20 ans. Alors, ce financement mixte est très utile et très nécessaire pour rendre les projets durables plus
présentable aux banques parce que les prêteurs ont besoin d'un niveau de confort s'il y a de nouvelles technologies qui sont utilisées ou l'économie n'est pas si claire. Alors, le financement mixte joue un rôle clé là-dedans, effectivement. Merci. Andrew, à vous la parole. Je suis curieuse de savoir, donc, les rendements commerciaux et le développement, impact sur le développement. Est-ce qu'ils vont de pair? Ben, ce sont des sujets qui sont reliés, ils vont de pair. En fait, un projet à plus haut risque en ce qui concerne sa longévité, etc. Mais pour vous remettre en contexte, lorsqu'on dépense des fonds de l'infrastructure, ça dure pendant des générations, 30 ans et plus. Alors, ils doivent continuer à avoir un rendement pour leur permettre de rembourser le financement nécessaire pour le bâtir au départ. Il faut que ça soit pertinent aux gens qui sont impliqués. Alors, cette pertinence, c'est ce qui est lié à l'impact. C'est facile à mesurer. Tout d'abord, l'impact direct et les bénéfices que cet actif crée de la structure, de le soutien PNB, des choses à haut niveau. Donc, jusqu'aux impacts au quotidien de cet investissement et de cette infrastructure sur les communautés. Ce qui est tout aussi important, Laurie, il faut que ça soit dynamique comme impact. Ça doit se renouveler et recycler parce que la communauté et l'environnement où existe cet actif continuent à évoluer. Il n'y a rien de statique. Alors, l'impact, ce que ça veut dire à la première année, va être quelque chose de différent à la 5e ou à la 10e ou la 15e année. Alors, le concept, l'éthique de l'impact et comment il se manifeste est tout aussi important parce que cela dure plus que l'impact au premier jour. Il faut le rendre, le renouveler et donc penser au capital qui est disponible et l'éthique qui est durable. Donc, c'est un point central. Mais en tant que genre d'investissement, ce sont deux concepts qu'on ne peut pas en fait dissocier. On adore entendre ça parce que nous, on veut améliorer et renforcer les impacts pour les gens sur la planète. Alors, nous allons continuer à parler de ce thème. Alors, pour reparler à cette FundUp Canada pour objectif d'améliorer l'impact du développement sur les personnes et la planète. Et nous identifions les domaines où nous pouvons appuyer nos clients pour qu'ils puissent augmenter leur impact sur la durabilité et l'égalité entre les sexes. Alors, je vais revenir à César et à Andrew. Quelle était votre expérience en travaillant avec l'équipe de FinDev Canada pour aider CIFI à intégrer une analyse de genre dans vos opérations et comment cette optique de genre s'est-elle répercutée sur les clients que vous soutenez? Merci, Laurie. Oui, c'est très important pour CIFI. En fait, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble en 2020, nous avons une collaboration étroite avec FinDev et les équipes de FinDev et CIFI ont travaillé pour rendre nos procédures et nos opérations internes pour mieux intégrer notre stratégie sur les gens par la formation, le mentorat, et nous avons révisé aussi les procédures pour forcer les clients ou former nos clients à faire la même chose dans notre secteur, dans l'infrastructure. La participation des femmes, en fait, c'est très difficile, surtout en Amérique latine. Et je peux vous dire, de 12 000 postes que nous avons créés, nous avons seulement 1 500 qui sont des postes liés aux femmes. Ce n'est pas énorme. C'est un défi, mais si vous regardez la tendance sur plusieurs années, la tendance s'améliore. C'est un travail qui est en cours et nous devons aussi aider nos clients à intégrer ou c'est là en composant dans les projets qu'on finance. Alors, parmi les 1 500 de postes reliés aux femmes, c'est assez lent, mais c'est quand même beaucoup mieux que les chiffres que nous avons il y a quelques années.
Et aussi, nous finançons en Argentine une usine de biomasse. Nous sommes très engagés en termes de ces indicateurs de rendement clé. Il y a un programme de formation pour les femmes et même s'il y a un projet de biomasse, le niveau de participation des femmes de la communauté dans ce projet a augmenté au cours des 3 dernières années. Donc, formation, éducation, tout cela sont des composants clés pour rendre l'égalité entre les sexes plus équilibrée dans l'infrastructure qui est assez difficile. Merci beaucoup, César. Et le dévouement de SIFI envers l'égalité de genre est très clair. Merci pour ces exemples. Andrew, laissez-moi vous poser la même question. Comment prendre en compte les considérations d'égalité entre les femmes et les hommes dans vos décisions commerciales? Et comment est-ce que vous travaillez cela avec vos clients? Ben, je vais entrer en détail, mais pour répondre à la question que vous venez de demander à César, où est le rôle de FinDev dans ce cheminement? En fait, il y a deux choses. Il y a la contribution d'une sensibilisation, d'une conscientisation et aussi, vous nous avez fourni des outils. Bien sûr, le défi de genre dans n'importe quel marché émergent est très clair, c'est très évident. Mais ce qui est moins évident, c'est ce que nous faisons dans le domaine du financement et de l'ingénierie et jusqu'à quel point ce n'est pas équilibré au niveau du genre, de l'égalité entre les hommes et les femmes, pour beaucoup de raisons assez évidentes. Donc là, ça commence avec la conscientisation, la sensibilisation. Alors, comment bâtir une organisation qui est consciente? Et faire cela avec vos experts, rédiger des politiques, faire de la formation à l'interne, nous rendre conscients avant de devenir des disciples de cette approche basée sur l'égalité de genre. Donc, il faut être conscient avant de pouvoir permettre aux bottines de suivre les babines. Et ensuite, le recrutement, l'incorporation de ces priorités dans nos modèles d'affaires. Je crois que le bénéfice principal, c'est que très largement, on parle de gens instruits, de gens éduqués. L'important, c'est de les rendre, de les sensibiliser et de les pousser. Ils vont aller dans la bonne direction si on les pousse dans ce sens-là. Donc, c'est au cœur de ce que nous faisons, nos politiques de recrutement, la mise en œuvre et nos programmes que nous laissons en place sur le terrain. Merci beaucoup, Andrew. Et ça va sans le dire que c'est notre plaisir de vous soutenir dans ce cheminement vers l'égalité de genre, comme on fait avec SIFI. John, laissez-moi revenir à vous pour parler du rôle des financements mixtes. Quel rôle est-ce que ça joue l'égalité de genre dans ce milieu-là des financements mixtes? Je pense que il y a une tendance assez compliquée. J'aimerais dire qu'on a revu toutes les transactions, les données enregistrées que les gens ont effectuées. Et quand on regarde les projets d'infrastructure, il y a il y a beaucoup de rapports sur l'impact et ça ne m'étonne pas parce que ce sont des transactions qui sont en lien étroit avec nos relations avec les gouvernements et les banques de développement. Donc, le fait qu'il y a beaucoup de rapports au public, il y a beaucoup de transparence, ce n'est pas surprenant. Mais ce qui est décevant, c'est que le nombre de transactions que nous voyons où les données ventilées selon les genres et en se basant sur l'égalité de genre n'est pas vraiment présent. Donc, j'aimerais voir beaucoup plus de rapports et de données ventilées dans le secteur de l'infrastructure. Donc, ces données-là et ces rapports-là dans le secteur de l'infrastructure n'ont pas été très présents. Et si on ne demande pas la question, on n'obtient pas la réponse et ça devient un risque. Donc, j'aimerais soutenir ce qu'Andrew et César ont dit parce que ça soutient la résilience et la réussite de vos affaires. Mais je l'ai remarqué dans les données et j'étais un peu déçu.
C'est très bien dit, Joan. C'est une très bonne observation et on va continuer de pousser pour ce côté-là des rapports. Je pense que c'est un aspect très important et un très bon rappel. Merci. Bon, changeons un peu de cap. On pourrait parler très facilement des barrières et des obstacles à l'investissement dans les marchés émergents, mais parlons plutôt des opportunités que vous voyez. César, comme quelqu'un qui essaie de signer des ententes, qu'est-ce que vous voyez dans votre région? Est-ce que vous voyez l'émergence de nouvelles opportunités, même avec les conséquences de la COVID, ou est-ce que vous avez l'impression que les opportunités diminuent? Parlez-nous de cela. Bon, Laurie, la COVID a eu un impact sur tout le monde, bien sûr, et sur beaucoup de projets qu'on voit à l'extérieur. Dans la pandémie, on a vu, euh, on a vu une réduction d'investissement dans la région, mais à la fin de 2020, on a aussi vu un redémarrage de projets, de nouveaux projets qui arrivent à une étape où ils cherchent du financement. Et c'est très clair que la COVID, avec ses confinements et les quarantaines, on ne pouvait pas se rassembler, on ne pouvait pas se voir en personne entre partenaires, entre collaborateurs, et c'était difficile. Mais maintenant, en 2022, on a un pipeline actif, on a beaucoup de projets qui s'en viennent. On a signé plusieurs ententes en 2021 aussi, mais ce n'est pas le même nombre auquel on s'était habitué avant la pandémie. Des secteurs où on est très actif, il y a bien sûr les énergies vertes et renouvelables, la gestion des déchets, et je crois que c'est un secteur très important où nous allons voir plus d'opportunités et où le secteur privé doit être beaucoup plus impliqué, surtout en ce qui concerne les ODD, l'eau potable, l'eau propre et les services sanitaires et d'hygiène. Je pense que pendant la COVID, on s'est rendu compte qu'on doit être en contact plus régulièrement de n'importe où, de nos maisons, de nos bureaux. Donc, la communication est au cœur de cela pour que les enfants puissent aller à l'école et pour qu'on puisse travailler le mieux possible. Donc, on investit et on cible certains projets clés. L'infrastructure sociale aussi, l'éducation et la santé, ça aussi, c'est un secteur où on a vu une augmentation dans les projets, les clients qui nous appellent. Donc, je pense qu'après la COVID, l'infrastructure sera un secteur prioritaire. Ça doit être un moteur pour faire avancer le relancement de l'économie. Le secteur privé et d'autres secteurs sont très intéressés et l'activité va augmenter, va aller en croissance. J'aime ça que vous visez les opportunités et c'est tellement important dans l'avenir en Amérique latine et dans les Caraïbes, mais on pourrait parler aussi de d'autres régions du monde en voie de développement. Andrew, laissez-moi vous poser la même question et là, je parle des opportunités. Et je vais vous poser aussi une deuxième question qui est venue du public. Quand vous regardez les opportunités dans l'avenir, comment est-ce que les investisseurs, surtout les investisseurs commerciaux, ont changé leur approche avant de passer par Climate Investor One, de CI1 à CI2? Quels ont été les changements? Très bonne question, merci. Bon, en ce qui concerne le premier fonds, il y a trois domaines où nous voyons des opportunités. Dans le domaine de l'atténuation, l'adaptation et la transition énergétique. Dans l'atténuation, de façon globale, l'infrastructure, ça devient plus décentralisé. C'est un peu comme avec les téléphones cellulaires qui sont devenus plus petites et utilisées par les individus.
les grands sites et usines d'épuration et de traitement des eaux usées sont passés de grandes usines centralisées à de petites usines dans les villages. Donc, c'est ce qui se passe avec l'infrastructure, mais ensuite, il y a une sensibilisation. Les gens comprennent qu'ils doivent changer leur comportement pour moins polluer. Il y a une grande opportunité dans le domaine de l'adaptation. Les changements climatiques vont avoir lieu, donc il faut s'adapter et les communautés, l'humanité doit s'adapter pour pouvoir gérer les conséquences. La manque d'eau, ça va être un énorme défi. Le traitement d'eau, réutiliser les eaux industrielles, traiter les eaux usées, le traitement aussi des sites d'enfouissement de déchets solides, parce que ça contamine l'eau, ça va être très important. Il faut penser aux derniers 30 ans, sauf qu'il faut reconnaître qu'il fait plus chaud, il pleut plus maintenant. Donc, les coûts d'entretien vont augmenter et ça, c'est une opportunité. Et la transition énergétique, l'énormité d'une transition des énergies fossiles aux alternatives, l'hydrogène, entre autres, ça va complètement réoutiller les infrastructures du monde et beaucoup va se passer dans les marchés émergents. Avec le Fonds de développement, nous avons donc l'opportunité de faire partie de ce leadership intellectuel et la création de ces opportunités. Et ça me mène à la deuxième question. Quelle est l'évolution? Pour notre évolution, c'est la suivante, de créer un modèle de financement où on a pu de façon linéaire introduire, parce que les grands éléphants existent, mais on n'a pas en ce moment les outils pour les chasser. Désolé pour la terminologie, pour le métaphore. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'offrir un modèle de financement mixte dans une forme où les gens sont très familiers avec les composants. Pourquoi mixte? Parce qu'on travaille dans des endroits très compliqués, Nigeria, Djibouti, Vietnam et d'autres pays. Donc, utiliser le financement mixte pour amener les investisseurs commerciaux dans ces marchés qui sont difficiles. Et ensuite, ayant établi ce véhicule, cette méthode-là, on n'est pas allé dans des marchés encore plus difficiles pour répondre à la question qui sont les investisseurs. Bon, en grande partie, ce sont les premiers peuples, ce premier groupe d'investisseurs qui se sont joints à nous dès le début. Ils voient le bénéfice du financement mixte, les revenus, ce qui les attire et les conséquences, les vrais impacts de ces investissements à cause de leurs caractéristiques. Les marchés du secteur privé où se trouvent les milliers de milliards de dollars sont encore des milieux très conservateurs. Les modèles de cotation exigent qu'ils soient ainsi. Donc, il faut prendre ce conservatisme et créer un écosystème qui les permet de voir que ce n'est pas si épeurant que ça, qu'ils peuvent aller investir sans crainte. Et on a vu cela dans les deux fonds, le premier de 400 millions de dollars, le deuxième de 600 millions de dollars. C'est une validation de ce trajectoire. Et pour les étapes 3 et 4, on va prendre ce modèle-là et aller dans les endroits encore plus difficiles, comme la transition énergétique, l'hydrogène et les villes résilientes. Cet énorme défi des mégalopoles, des villes, des régions urbaines énormes, il va falloir faire des investissements pour les rendre résilients au changement climatique. J'aimerais vous entendre, et à César aussi, dans des lieux très différents, mais les opportunités sont là, sont omniprésentes pour le financement mixte et pour le secteur privé. Donc, c'est un très bon point. Et je passe à une question pour John. En se basant sur ce qu'on vient d'entendre, est-ce que vous voyez là où vous êtes, John,
dans l'espace du financement mixte. Est-ce que vous voyez un rôle plus important pour le financement mixte? Quelle est la relation avec la COVID? Est-ce qu'on a besoin de plus de financement de ce genre? Et aussi une question qui est venue du public. On aimerait savoir de vous quels sont vos points de vue sur les banques multilatéraux de développement. La réponse aux deux, je pourrais les combiner en fait. Il y a beaucoup plus d'activités de financement mixte qui devraient avoir lieu, qui n'a pas lieu encore. C'est encore une industrie artisanale et il faut que ça augmente beaucoup dans sa portée, l'échelle, la taille. Et pourquoi est-ce que ça ne se fait pas jusqu'à maintenant? Ben, du côté des bailleurs de fonds, les sources les plus grandes de capitaux concessionnels, ce sont les donateurs gouvernementaux qui ont des budgets d'aide publique au développement qui essayent d'aider d'autres gouvernements. Et beaucoup de ce financement va dans les banques de développement multilatéral. Et donc, dans l'avenir, une chose qu'on aimerait voir, c'est que quand ces banques-là de développement régional utilisent ces fonds-là, ils ne les utilisent pas seulement pour entrer dans des lieux où ils sont inconfortables, mais ensuite qu'ils essaient de convaincre d'autres investisseurs. Comment faire entrer leur argent, comme Andrew l'a dit, les grands investisseurs institutionnels qui n'ont pas le mandat de prendre de grands risques, de trouver un endroit, un lieu, un foyer dans ces investissements. Et pour l'instant, les investisseurs n'ont pas ces stratégies-là. Je pense que les banques de développement pourraient être pressionnées et avoir une stratégie pour inviter des gens à participer à leurs transactions et ça pourrait être un objectif à long terme. Le financement mixte pour l'infrastructure, en général, je réfléchissais à cela, ça apparaît en deux formes. D'abord, au début d'une transaction, quand l'argent concessionnel arrive et on essaie de paver le chemin et cet argent est là est utilisé pour le développement d'un projet, pour des endroits à haut risque et dans des moments dans le cycle de vie où il n'y a pas vraiment de revenus, de retour sur l'investissement. Et ensuite, on voit les ressources apparaître au moment de la transaction elle-même. Un commentaire que je voulais soulever, le partenariat, la structure des partenariats financiers, on a écrit un rapport avec un cas d'étude, une étude de cas où on a vu que c'était mieux de faire des investissements importants au début. Donc, le financement mixte peut être utilisé au début, mais aussi plus tard. Et quelle est l'opportunité pour le financement mixte? D'abord, si vous êtes dans un pays où il y a énormément de risques ou dans un secteur où les régulateurs où le milieu politique n'est pas prévisible et les taux d'échange font très peur. Vous ne savez pas que ça va se traduire dans des dollars ou des livres sterling. On peut s'adresser à ces défis-là, mais c'est aussi utile quand l'actif est trop cher pour l'endroit. Par exemple, si on veut construire une usine d'épurement, de traitement d'eau usées, ça devient très important. Et ensuite, il y a des transactions où les coûts capitaux sont trop chers et on réussit à diminuer ces coûts-là à cause des ressources présentes dans la transaction. Donc, c'est des endroits où on peut utiliser le financement mixte, on peut continuer de le faire et ça peut être élargi. Et une façon de mettre à échelle cela, c'est de le faire en même temps, pas une après l'autre. Merci pour ces commentaires très intéressants.
J'aimerais revenir à la question du public sur le rôle des institutions internationales et les banques de développement régional en regardant d'où vient le financement. FinDev Canada s'est joint à autres DFI pour investir dans les marchés d'émergence. Nous ouvrons des marchés pour d'autres investisseurs et on offre des outils d'atténuation des risques qui stimulent l'investissement dans le développement et nous le faisons bien avant que les financiers privés ne développent un appétit pour le faire. Pourtant, si nous voulons respecter les engagements de la COP26 et les objectifs de développement durable des Nations unies, nous avons besoin de grandes quantités de capitaux provenant d'investisseurs privés. Et ça revient à ce que vous avez dit, John. Donc, j'aimerais savoir d'Andrew et César, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience en matière de mobilisation de capitaux privés, étant donné que c'est vraiment la noix dure à craquer? Laurie, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la confiance. On a besoin de confiance pour ces investissements mixtes. Ça demande aux gens d'accepter des résultats mixtes aussi, des aspirations mixtes, mais il faut avoir un objectif très clair et le climat offre cet objectif-là, ou pourrait l'offrir. Mais ça demande de changer un peu le modèle d'affaires normal. Et la réponse qu'on entend souvent quand on va faire des levées de fonds, c'est que ça n'entre pas dans leur case. Qu'est-ce qui permet les gens de penser à l'extérieur de la boîte, à l'extérieur de la façon traditionnelle de penser? C'est la confiance. Mais pour devenir au deuxième point, c'est le rôle des DRI. Ce mélange-là de financement est très important. La nature des gens qui sont impliqués. Moi, je ne peux pas voir une structure de financement mixte, au moins selon moi, qui pourrait fonctionner sans ce mécanisme catalytique et une communauté qui a confiance, où il y a de la confiance entre les individus. Merci beaucoup, César. Pour vous aussi, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience en matière de mobilisation de capitaux privés? Oui, merci beaucoup, Laurie. Je suis absolument d'accord avec ce que Andrew vient de dire. La confiance est très importante, mais de plus, je dirais qu'il y a de l'argent ailleurs. Dans un bon projet, on réussit à mobiliser des capitaux et aussi aller chercher de l'argent des marchés capitaux, des DFI, des institutions internationales. On utilise et on travaille avec les investisseurs locaux et on a vu une très bonne réaction de ces marchés-là. Donc, l'argent existe, l'argent se trouve à l'extérieur et on peut le mobiliser. Il y a des investisseurs institutionnels qui cherchent des investissements responsables, des investissements dans des projets dont on parle aujourd'hui, qui ont une certaine durabilité, qui démontrent des impacts sur le développement et les changements climatiques. Donc, l'argent existe, on peut le mobiliser, ces capitaux-là. Il faut cocher toutes les cases que Andrew a dit et ça augmentera le nombre d'investisseurs. Merci beaucoup, César. J'aimerais revenir à John maintenant. John, vous avez parlé du fait que le financement mixte est devenu quelque chose de très populaire. Dis-nous, est-ce un mythe que les capitaux privés hésitent à investir dans des projets d'infrastructures durables dans les économies en développement, à moins que leurs capitaux ne soient associés à des financements concessionnels? Et jusqu'où pouvons-nous pousser cet argument? Non, la réponse rapide, c'est non. Il y a beaucoup d'infrastructures
qui se fait à tous les jours, même dans les marchés très difficiles qui se fait commercialement. Il y a des contrats, il y a tous les contrats standards et ça a lieu à tous les jours de façon très solide et fiable. Et chaque fois qu'on mélange ou on introduit de l'argent qui est là pour acheter de l'impact et pas essayer d'aller chercher des profits avec de l'argent qui veut ses retours sur l'investissement, la question de la confiance émerge. Donc, un mythe, c'est que le secteur privé essaie d'aller trouver des capitaux pas chers. En fait, je pense que les investisseurs du secteur privé préfèrent ne pas mélanger, ne pas être dans le capital mix. Ils aiment ça des principes de marché très simples. Et donc, ils se mélangent quand ils ont besoin de le faire. Et les acteurs de développement le font, mais sont souvent mal à l'aise avec le financement privé quand tu te rends compte de l'échelle, de la taille de ce qu'il faut faire. Donc, beaucoup se passe sans le financement mixte. Là où le financement mixte est utile, c'est dans les secteurs qui sont moins connus, l'épuration des eaux, des endroits très turbulents politiquement, les stations d'épuration, les technologies nouvelles de l'avenir. Donc, les investisseurs commerciaux vont beaucoup faire sans le financement mixte. C'est un outil parmi d'autres outils dans la trousse d'outils. Il faut bâtir les capacités, renforcer les capacités des régulateurs, atténuer les risques liés au taux d'échange. Il y a beaucoup d'autres outils qu'on peut utiliser, mais bien sûr, le financement mixte est utile quand il y a beaucoup de risques, des risques excessifs ou des fois quand un actif dont on a besoin n'est pas abordable au moment présent et on a besoin de l'introduire avec un investissement supplémentaire. Merci beaucoup, Joan. Très intéressant comme réponse. Ceux qui se joignent à nous, il y a des questions dans la boîte de discussion. Un membre de notre équipe va faire un suivi pour répondre à ces questions. Mais une autre question, c'est pour vous, Andrew. Voici la question. L'Amérique latine a des fonds qui pourraient accroître la puissance des investissements. Est-ce que vous voyez cela en Afrique dans l'avenir? Oui, c'est une grande question et un grand défi. Je dirais non, malheureusement. Je crois qu'il y a eu une époque où l'île Maurice et la fournissait ce genre de services, mais à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait de l'évasion fiscale et ça nuisait à la collecte d'impôts et de taxes dans les pays. Donc, le pipeline entre l'investisseur et les investissements était trop complexe et je ne pense pas que cette tendance-là va se renverser. Ces structures offshore ne vont pas revenir. On veut faire arriver les capitaux dans une juridiction particulière et on veut le déployer selon des structures transparentes. Si on regarde des fonds comme le nôtre, nos fonds sont basés dans les Pays-Bas. Ce sont des structures assez claires, mais je crois que ces structures comme les îles Caïmans, les Virgin Islands et ailleurs, là où on voit l'importance du financement mixte, il y a de plus en plus de risques dans le monde et bien sûr, c'est lié au changement climatique. Donc, n'importe quels capitaux qui sont résilients
qui peuvent résister aux chocs et aux grands changements vont être les fonds qui vont le plus réussir. Donc, notre structure marche très bien. J'aime beaucoup cette analogie. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. C'est dommage parce qu'il y avait de très bonnes questions qui venaient du public, mais j'aimerais remercier nos panélistes, Andrew, César et John, d'avoir partagé leur expérience, leur expertise. Ça a été une très bonne discussion et je suis sûr que le public a beaucoup bénéficié. J'aimerais remercier notre public aussi. Merci de vous joindre à nous. Les questions qu'on n'a pas pu répondre, on va faire un suivi et répondre à ces questions par écrit. On aimerait que vous répondiez au sondage. Bonne fin de journée et bonne semaine du développement international. Au revoir et merci beaucoup.